Salut! Aujourd'hui, une analyse un petit peu différente de d'habitude parce qu'on n'a pas analysé une séance d'hypnose, mais plutôt une intervention d'Aurélien Barraud à l'université d'été du MEDEF. Alors pourquoi on fait cette analyse-là? Parce que ce qui va nous intéresser, c'est comment on peut utiliser les mots, la rhétorique, l'éloquence, pour influencer son auditoire et les emmener dans une perception du monde qui n'est a priori pas la leur. Aurélien Barraud est un excellent orateur et on va voir comment il va orienter les choses, quelle va être sa stratégie de communication pour emmener son auditoire vers sa vision du monde et les sensibiliser à son combat. Il est astrophysicien, docteur en philosophie, enseignant, chercheur, donc c'est un scientifique connu et reconnu, et ici il intervient comme militant écologiste. Ce que je vous propose d'analyser là, c'est un extrait bien sûr de cette table ronde, c'est un extrait qui est disponible sur sa chaîne YouTube, il y a un deuxième extrait aussi qui est disponible qu'on pourra peut-être analyser plus tard. Et donc tout de suite, voyons comment les mots peuvent, dans une certaine mesure, hypnotiser les gens pour les amener dans une perception du monde différente de celle qu'il y aurait habituellement connue. C'est parti! Vous avez publié récemment un ouvrage dans lequel vous réclamez carrément une révolution. Donc j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Ok. Ici, donc la présentatrice introduit le débat, introduit la discussion de cette table ronde en présentant Aurélien Barraud et en présentant un ouvrage qu'il a publié. Et la présentatrice lui dit « Vous réclamez carrément une révolution » et ce « carrément » montre qu'elle cherche comme ça à souligner l'aspect, selon elle, excessif du mot révolution. Elle cherche comme ça à discréditer un peu son propos en le taxant comme ça de militant complètement idéaliste et excessif. Elle cherche d'emblée comme ça à l'attaquer sur le mot révolution pour discréditer son propos. Vous remarquez aussi que juste après le mot révolution, elle a un petit rictus qui montre qu'elle trouve ça ridicule, qu'elle cherche en tout cas à montrer à quel point le mot révolution est ridicule dans ce contexte. On va voir la réponse d'Aurélien Barraud. Bien, écoutez, je crois que dans un pays dont l'hymne et la fête nationale constituent de vibrants éloges de la Révolution, nous ne devrions pas avoir trop de difficultés avec cette idée. Bon, soyons sérieux. Et là, c'est excellent, hein. C'est-à-dire que là, il vient immédiatement recadrer cette première attaque. Il ne se lance pas dans sa démonstration. C'est-à-dire que s'il ne le fait pas, en fait, il part avec un handicap qui risque de nuire à son propos. Donc il recadre cette première attaque et il le fait de manière très intelligente et très précise, au lieu de venir justifier l'utilisation du mot révolution, de dire si, le mot révolution n'est pas excessif, il est absolument nécessaire dans cette situation. En fait, il vient juste recadrer le fait que ce mot révolution est quand même assez facilement acceptable pour nous, Français, de par notre histoire. Il sait très bien que pour développer un peu son analyse qui l'amène à utiliser ce mot, il a besoin de temps, et c'est ce qu'il va faire pendant son intervention. Mais là, dans un premier temps, il recadre simplement le fait qu'on ne devrait pas avoir trop de mal à utiliser ce mot révolution. Il fait appel aux valeurs de la République, et toutes les personnes dans l'Assemblée, tout son auditoire, ne peuvent pas s'opposer à ces valeurs-là. En fait, en faisant ça, il vient les mettre dans son camp, il dit « soyons un petit peu sérieux ». Et là, il retourne complètement l'attaque en lui disant « Non, non, c'est pas moi qui délire avec le mot révolution, c'est vous qui n'êtes pas sérieuse si vous n'êtes même pas capable d'accepter ce terme-là. » Et là, c'est très très malin, c'est très fort. C'est-à-dire qu'en quelques mots, il a complètement déconstruit l'attaque pour en plus renverser la situation et piquer la personne, la présentatrice, pour lui dire « Soit vous restez toute seule dans votre coin, soit vous nous rejoignez, moi et toutes les personnes de l'auditoire qui sont, elles, très capables d'accepter facilement ce mot révolution parce qu'il fait partie de notre héritage en tant que Français. » Je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel. Et là, c'est une phrase coup de poing, quoi. C'est une phrase choc. Il dit « Je crois que nous devrions faire preuve d'un peu de dignité et reconnaître notre échec civilisationnel. » C'est-à-dire que l'échec civilisationnel, c'est comme un truc très très fort. Il n'est pas en train de lui dire « Bon les gars, on a un petit peu merdé ». Il lui dit que grosso modo, ce que l'on fait depuis plusieurs milliers d'années, la construction de notre civilisation, est un échec. C'est-à-dire que c'est quand même une pilule un petit peu compliquée à avaler. Et il introduit ça pour lui dire « Je crois que nous devrions faire preuve d'un peu de dignité ». Donc juste avant, il les a un peu rangés dans son camp, et je crois, donc je crois, ça permet un peu de modérer, il affirme rien, il dit pas les gars c'est comme ça, c'est je pense personnellement que nous devrions faire preuve d'un peu de dignité, et donc ça veut dire que si on ne reconnaît pas que notre civilisation est un échec, on manque de dignité, et bien sûr,
personne n'a envie de manquer de dignité. Donc tout le monde va avoir tendance à se dire « Ah ok, on peut peut-être voir les choses comme ça ». En tout cas, ça crée de la tension, il les maintient avec lui, hein, il les garde près de lui, il garde son auditoire de son côté, et il garde comme ça une espèce d'attention en leur disant « Si vous êtes des gens bien, si vous êtes des personnes dignes, alors vous devriez pouvoir concevoir que notre civilisation est un échec ». Je crois qu'il est temps de tout remettre sur la table, y compris les schèmes structuraux que l'on veut croire intangibles parce qu'ils servent notre pouvoir ou notre confort. Alors, il faut noter aussi quelque chose, c'est qu'Aurélien Barraud est né à Neuilly-sur-Seine, une commune bourgeoise de la région parisienne. Il a fait de grandes études. En fait, quelque part, Aurélien Barraud, dans une certaine mesure, leur ressemble à toutes les personnes à qui il s'adresse. Et ça, c'est un biais cognitif bien connu, c'est que on a facilement tendance à faire confiance et à écouter et à accorder de l'attention et du crédit à une personne qui nous ressemble. Si on a des points communs, si on se ressemble, si j'arrive à voir qu'on fait partie de la même famille, du même clan, alors je vais avoir tendance à accorder beaucoup plus facilement de la confiance. C'est-à-dire que de par son éducation, de par ses origines sociales, il a quand même une facilité à s'adresser à ce public-là et à obtenir de leur attention et une certaine écoute. Il faut remettre sur la table les schèmes structureux que l'on veut croire intangibles parce qu'ils servent notre confort et notre pouvoir, je crois. C'est une phrase qui n'est pas extrêmement complexe, mais qui est comme ça parsemée d'un vocabulaire soutenu et qui est grammaticalement très bien construite. Et Aurélien Barraud, comme je disais, qui était docteur en philosophie, il est poète également, il a une capacité à jouer avec les mots, il a une certaine éloquence qui viennent vraiment soutenir son propos. Ici, je pense que c'est la forme et le niveau de vocabulaire, je dirais même que c'est presque l'esthétique de la phrase qui vient créditer son propos. Comment mettre en œuvre une révolution sans couper de tête ? Ben là, il revient à sa révolution. Il utilise le mot révolution au début. Il fait indirectement référence à la Révolution française. Et précisément à la Révolution française, on a coupé des têtes. Les têtes qui ont été coupées à la Révolution française, c'est le roi de France, mais c'est aussi toutes les personnes, tous les riches et privilégiés, l'aristocratie, etc. Et là, Aurélien Barraud s'adresse à un public de personnes riches qui jouissent pleinement de tous les privilèges que l'État français peut leur accorder. Et donc, quand il leur dit « Comment peut-on mener une révolution sans couper de tête ?», il s'adresse directement à eux. Et en tant que riches privilégiés, il y a de fortes chances que la question les intéresse vraiment, quoi. Il leur montre aussi qu'il n'est pas là pour faire la guerre, il n'est pas là pour tuer, pour pointer du doigt, il est là juste pour trouver des solutions, et que tous ensemble, encore une fois, il les rassemble, il les rallie à sa cause, il leur dit, au-delà de nos différences, au-delà de nos intérêts, comment ensemble on peut mener une révolution sans mettre personne de côté et sans tuer personne, ce qui est quand même plutôt une chouette proposition. Eh bien peut-être en commençant par interroger les questions. Interroger les questions, ça c'est aussi hyper important. Quand on se lance dans un débat ou dans une table ronde dont les questions ont été formulées à l'avance, il est important de s'autoriser à reformuler certaines questions, parce qu'il se peut que certaines questions soient d'emblée biaisées, ou que certaines questions, volontairement ou involontairement, passe à côté du sujet central ou de la véritable problématique. Et donc, Aurélien Barraud se dit, moi je ne vais pas répondre à vos questions ou à votre question, je vais me permettre de redéfinir les questions comme il se doit pour que le sujet soit véritablement bien cerné, pour ensuite apporter ses réponses. En faisant ça, il reprend le contrôle de la table ronde, il reprend le contrôle du débat. Y compris celle qui nous rassemble aujourd'hui. L'Europe, s'interroge-t-on, peut-elle devenir le continent le plus vert de la planète ? Vous répondez à la deuxième partie avant, mais c'est bien, allez-y. Oui, mais c'est le thème central de cette table. Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Et encore une claque, c'est-à-dire que là, il va quand même, Aurélien Barraud, il faut se dire, dans cette vidéo, il va enchaîner un nombre incalculable de claques, mais qu'il va réussir à faire passer. Les gens vont l'applaudir après s'être pris comme ça des attaques aussi grosses que ça. Ce que fait Aurélien Barraud, c'est qu'il reprend précisément la question que eux se posent. C'est probablement le titre de leur université d'été. L'Europe peut-elle devenir le continent le plus écologique du monde, le plus vert de la planète ? C'est probablement leur thème central, et là Aurélien Barraud leur dit, écoutez, le thème que vous avez choisi, moi ce que j'en pense, c'est qu'il est caractéristique de l'arrogance occidentale. Il est en train de détruire le truc, et il est en train de leur dire, vous, MEDEF, vous êtes arrogants du simple fait de vous poser cette question sous cette forme-là, quoi. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Voilà, là c'est presque une punchline. NTM avait la même, je crois.
il est en train de leur mettre une punchline dans la tête. Il dit « Je crois que nous n'avons pas tous ici compris, nous n'avons pas tous », il dit « Je crois que vous n'avez pas compris », il dit « Nous n'avons pas compris », ça qu'il continue à les garder près de lui. Là, Aurélien est un rassembleur. Il est clair, il est précis, il est tranchant, mais il est rassembleur, il n'exclut personne. Il leur dit « Nous n'avons pas tous compris ». Alors qu'a priori, lui, s'il est là, c'est qu'il a compris des trucs qu'il est venu leur expliquer. Mais il se met en position basse, on dirait, hein, en hypnose. Nous n'avons pas tous compris, donc il s'inclut dans le groupe, ce qui est plus facilement acceptable du coup pour tout le monde. C'est-à-dire que si lui fait preuve de cette modestie, alors c'est plus facile pour eux de le faire également. Hein. Et quand il dit « nous n'avons pas tous compris », sous-entendu, certains l'ont compris. Et là, je ne pense pas qu'il parle de lui, hein. Je pense qu'il offre la possibilité à son public de se ranger d'emblée dans le bon camp, de ceux qui ont compris. Et tout le monde a envie de se dire « si, moi ça va, j'ai compris, c'est probablement le voisin qui n'a pas compris, mais moi c'est bon ». Il les met dans une position qui les rendra beaucoup plus réceptifs à ses suggestions, à sa présentation et à sa démonstration. C'est encore une fois, c'est super malin, hein, et ça se joue avec des mots. S'il avait dit « nous n'avons pas compris », là, personne n'a compris, vous êtes tous stupides. « Nous n'avons pas tous compris » autorise l'ensemble du public à se dire « moi j'ai compris, moi je suis dans le bon camp ». Et encore une fois, le « nous » qui permet de s'inclure dans le groupe, faire preuve de modestie et se dire « ok les gars, on est dans la même équipe ». Et c'est super intelligent tout ça. Hein. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, « une situation de menace existentielle directe ». Alors là, Aurélien Barraud, il a commencé par être très incisif, et là il va utiliser un argument d'autorité en citant l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, une organisation internationale, et il va citer leurs propres propos qui vont exactement dans le même sens que ce qu'il a déjà dit et que ce qu'il s'apprête à démontrer encore plus. Et puis les mots de l'ONU sont sans ambiguïté, et donc tout ça, tout ce vocabulaire-là vient se mettre à côté du mot révolution, et on sent bien que, en fait, on est bien au même niveau d'intensité. La révolution, parce que menace existentielle directe. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Bah là, encore une fois, une claque directe, quoi. Il est face à son auditoire et il utilise encore une fois le pronom « nous ». Et nous sommes encore en train de pérorer sur notre exemplarité. Après avoir travaillé comme ça à les mettre dans son camp, il continue à utiliser le pronom « nous » pour dire « ok, nous avons tous une responsabilité là-dedans, quoi ». Ici, là, Aurélien Barraud leur a fait, probablement en partie, et probablement pas à tout le monde, mais il leur a fait accepter qu'ils sont le problème, qu'ils sont probablement arrogants, et qu'en plus, ils vont devoir lâcher avec leurs privilèges et leur confort. Et pour ça, vous allez voir, il va obtenir des applaudissements. C'est quand même très fort, quoi. Même lui est surpris, vous allez voir. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tous vont se mettre à devenir de fervents écologistes, mais ce qu'il fait là, c'est qu'il crée une brèche dans leur esprit, il crée une brèche dans leur représentation du monde. Il leur propose une vision du monde qui est probablement très différente de leurs préoccupations quotidiennes, de ce que eux perçoivent dans leur quotidien, et elle est acceptée. Ça crée une ouverture dans leur perception des choses qui probablement les rendra par la suite plus poreux à ce genre d'arguments, les rendra plus réceptifs à ce genre de sensibilité-là. Et bah, en fait, ça c'est le début d'un changement, c'est je pense comme ça qu'on fait changer les gens. Il faut d'abord faire changer leur représentation du monde pour ensuite les mettre dans une action différente de celle qu'ils avaient auparavant. Et c'est pas fini. Quelle suffisance! Alors que faire? Merci. Je ne m'attendais pas à être applaudi ici, c'est une bonne surprise. Quelle suffisance! Voilà, bon, ça c'est encore pour terminer de bien enfoncer tout le monde. Et alors que faire? Il a mené une vraie attaque, il a montré l'ampleur de la catastrophe, et tout de suite après, qu'est-ce qu'il fait? Alors que faire? En gros, les gars, ok, c'est terrible, on a complètement merdé, mais il y a des solutions, et je vais vous les présenter. Dans l'art oratoire, d'accrocher son public, de dire là, dans un instant, je vais vous donner les solutions aux problèmes que je viens d'énoncer. Et donc ça, c'est très fort aussi, c'est très puissant, ça permet de garder comme ça son public attentif. Évidemment, écoutez, les grands chefs d'entreprise, les ministres, ici présents... Là, encore une fois, il inclut tout le monde. Bien sûr, on va arrêter d'écouter vos conneries. Non, là, il leur dit, bien sûr, on va écouter les grands chefs d'entreprise, c'est prestigieux. Les ministres ici présents, c'est-à-dire qu'il les inclut encore une fois, il les considère, il ne les exclut pas en leur disant, vous êtes le problème, donc taisez-vous, on ne veut plus vous entendre. Il est encore une fois rassembleur, et c'est ça, je pense, la puissance de son discours, c'est qu'il est rassembleur. Il a des convictions, il est virulent dans ses propos, mais il n'est pas excluant. Et ça, c'est super important, et je pense que toute la puissance de son discours tient dans cette notion-là. S'inspirer de leur discours, dont je ne nie rien, de la cohérence logique ou de la probité morale. Mais peut-être envisager à titre d'hypothèse...
Alors, s'inspirer de leur discours, dont je ne nie rien de la cohérence logique et de la probité morale, voilà, donc là, il est encore en train de le dire, voilà, vous n'êtes pas complètement stupide, vous dites des choses intelligentes et logiques, mais, il y a un grand mais, il y a même une petite pause, il me semble, juste avant, un mais comme ça, très fort, et le mais, dans la communication, alors c'est un peu bête hein, ce que je vais dire, vous allez me dire, oui, bien sûr, mais je pense que ça a un impact beaucoup plus important que ce que l'on pense au quotidien, c'est l'utilisation du mais. En fait, c'est une manière de gommer ce qu'on vient de dire. Là, il vient de leur dire, vous n'êtes pas complètement stupide, vous avez des choses intéressantes à dire, mais mettons ça de côté si vous voulez bien, et donc on va réécouter, mais quoi? Mais peut-être envisager à titre d'hypothèse qu'il rate l'essentiel. Mais peut-être envisager à titre d'hypothèse. Et ça, encore une fois, c'est une stratégie super intelligente de sa part. Il leur dit pas mais je pense que vous êtes à côté de la plaque, que vous avez raté l'essentiel. Il leur dit mais peut-être envisager à titre d'hypothèse. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie du comme si. Faisons comme si, je ne dis pas que c'est le cas, mais faisons comme si vous aviez raté l'essentiel. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est très compliqué de faire comme si. On va dire, ok, on va faire comme si, en fait, c'est acceptable. Ça rend la démarche plus acceptable. Faisons une expérience de pensée ensemble. C'est pas la vérité, hein, c'est une hypothèse. Faisons une expérience de pensée. Et en fait, c'est beaucoup plus simple d'engager tout le monde dans, ah bah très bien, ce n'est pas coûteux de s'y engager puisque ce n'est pas la vérité. C'est une expérience, c'est comme si, c'est une hypothèse. Donc, allons-y. Mais en fait, c'est très compliqué de faire comme si. Une fois qu'on s'y est engagé et qu'on a commencé à faire l'expérience de penser les choses ainsi, on ne peut pas faire simplement comme si, on rentre dans l'expérience. On va vraiment avoir des réflexions, des sensations, des ressentis, un imaginaire qui va se développer en faisant comme si. En hypnose, c'est utilisé, par exemple, mettons une personne qui a des difficultés à entrer dans l'état d'hypnose et que c'est pas forcément simple, ou qui a peur, par exemple, qui appréhende un petit peu le fait de rentrer en état d'hypnose parce qu'elle sait pas du tout ce que c'est, on pourrait lui dire, ok, vous allez voir, on va faire une expérience, je vous propose de fermer les yeux et de faire comme si vous vous laissiez glisser dans un état hypnotique agréable. Allez-y, faites comme si, seulement comme si, on va faire juste un essai. Et en fait, d'expérience, quand on demande à quelqu'un de faire comme si, elle ne peut pas faire comme si. Si elle fait comme si elle rentrait en état d'hypnose, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rentrer en état d'hypnose. Sauf qu'on enlève toute la pression, on enlève toute la charge émotionnelle qu'il peut y avoir à faire cette démarche. Et c'est une stratégie super efficace. Et en faisant ça, Aurélien Barraud ouvre encore une nouvelle porte. Il les fait progresser dans sa démonstration, il leur fait faire un pas de plus, il les fait avancer dans son cheminement, dans sa démonstration. Et donc, petit à petit, il est en train de les... Alors non pas de les enfermer, mais il est en train de les faire rentrer dans une manière de voir les choses complètement différente. Il les fait progresser comme ça, petit à petit, pas à pas. Pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est que... Ça, c'est la technique bien connue, quand tu dis pour 3 raisons fondamentales, là, il se positionne un peu en tant que professeur. Il leur dit, vous ratez l'essentiel. Tout le monde se dit, ah bon, ok, mais personne n'est capable de dire en quoi il rate l'essentiel. Et là, il leur dit, pour 3 raisons. Donc ça veut dire qu'il sait de quoi il parle, qu'il n'est pas en impro comme ça en train de délivrer une pensée qui est au fil de l'eau. C'est quelque chose qu'il a préparé, qui a été mûrement réfléchi. Là, il les met dans une position de nous on sait pas, mais moi je sais, bougez pas, je vais vous raconter. Et donc si lui se positionne en tant que professeur, mécaniquement, eux, il les positionnent en tant qu'élèves. Lui, il se positionne en tant que sachant, et les autres en tant qu'élèves qui vont apprendre des choses de lui. Il le fait de manière détournée, implicitement, en découlent ces différentes positions dans le débat. Ce qui est fait concernant le réchauffement climatique, et on le sait très bien, est dérisoire. Alors là, c'est son premier argument. Ce qui est fait concernant le réchauffement climatique est dérisoire. En fait, il affirme ça comme ça. La seule stratégie de renforcement de cet argument, c'est « et on le sait très bien ». Et en fait, c'est un argument extrêmement pauvre. Sauf que cet argument-là, quand il vient de la bouche d'Aurélien Barraud, qui est un scientifique connu et reconnu, on sent bien que le « on le sait très bien » d'Aurélien Barraud est un peu différent de « on le sait très bien » du boulanger du coin qui vous parlerait de ce genre de sujet. D'ailleurs, quel que soit le débat, si votre interlocuteur vous dit « oui mais ça on le sait très bien », ne jamais s'arrêter à ce genre d'argument. Il faut toujours lui dire « ok, on le sait très bien, mais d'où tu tiens cette affirmation? Quelles sont tes sources? Sur quelle étude tu t'appuies pour affirmer ça ?» Le « on le sait très bien » peut être suivi de n'importe quoi. Et si on ne questionne pas ce « on le sait très bien », on peut se faire complètement enfler avec des affirmations. La purée de pommes de terre, on le sait très bien, a des vertus antiseptiques indéniables. La seconde qui est plus grave encore... Et donc il dit la seconde qui est plus grave encore. Là, il monte en intensité. Qui est moins bien comprise, c'est que le réchauffement climatique lui-même
est, dirais-je, dans une certaine mesure dérisoire par rapport à l'étendue de la crise systémique et plurifactorielle que nous traversons. Voilà, là c'est ce que je disais, il se positionne en professeur, il recadre le débat, il fait de la pédagogie. Il est en train de leur dire, le réchauffement climatique c'est bien mignon, c'est ce dont on parle en permanence, c'est ce dont vous parlez tout le temps, mais ayez conscience quand même que ce n'est pas grand-chose par rapport à l'étendue du problème. Il est probable d'ailleurs que dans l'auditoire, personne ne soit capable d'énoncer les autres facteurs de la crise écologique. Mais il va les leur donner. Pollution, acidification des océans, interruption des cycles biogéochimiques, dévastation des espaces naturels, n'ont pour l'essentiel rien à voir avec le climat, mais tuent davantage que ce dernier. Même stratégie, le fait de compter sur ses doigts, ça montre qu'on maîtrise son sujet, qu'on sait exactement de quoi on parle, et ça donne un lead énorme sur le discours et sur l'échange. Ce qui signifie que chacun des piliers sur lesquels repose l'habitabilité de cette planète est en train de céder. Alors là, ce petit plan sur la présentatrice, elle a complètement perdu le contrôle de la table ronde, elle laisse Aurélien Barraud dérouler comme ça librement toute sa démonstration, et il a tellement pris le lead sur tout ce qui se passe qu'elle suit derrière, et elle n'intervient même plus, quoi. Et mon troisième point est peut-être plus grave encore. Plus grave encore, il a fait une démonstration comme ça, petit 1, petit 2, petit 3, de manière crescendo. C'est de pire en pire ce qu'il annonce. Et il consiste à remarquer que quand bien même nous prendrions à bras le corps la lutte contre chacun des items que je viens de mentionner, ce qui n'est pas du tout le cas en pratique, nous demeurerions vraisemblablement toujours dans le dérisoire. Donc là, il a zoomé sur le problème, il a fait grandir le problème. Alors il n'a pas fait grandir le problème, il a fait grandir leur perception du problème. Il a montré à quel point le problème était bien plus grand que ce qu'ils imaginaient. Et là, il est en train de faire la même chose avec les solutions, sauf qu'il les fait diminuer. Quand bien même nous ferions ce qu'il faut, ce qui n'est pas du tout le cas, ce serait dérisoire. C'est-à-dire que déjà, on ne fait pas ce qu'il faut, mais en plus, si on faisait ce qu'il faut, ce serait même dérisoire. Donc en fait, je vous laisse imaginer l'insignifiance de ce qu'on est en train de faire. Il y a quelque chose de très visuel là-dedans, hein. Il a vraiment fait grandir quelque chose et diminuer autre chose pour créer une séparation, un écart très très fort entre les deux et leur faire mesurer justement l'ampleur de la situation. Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité. Bah ça, c'est presque la conclusion de sa première intervention, de cette première intervention. La conclusion, c'est, in fine, dans tout ça, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est ce que nous faisons, ce que vous faites, a comme objectif final d'éradiquer le vivant. C'est-à-dire que c'est extrêmement fort, il faut bien comprendre qu'on en est là, quoi. Alors, bien sûr, parce que nous sommes ici, n'est-ce pas, des gens sympathiques et éduqués. On se demande, en gros... Là, c'est la même stratégie de zoomer, dézoomer. Il utilise des mots extrêmement forts pour parler du problème. Et quand il parle d'eux, des solutions, de qui ils sont, il utilise des mots comme ça un petit peu plats et un petit peu... Vous êtes sympathique et éduqué. Tu vois, c'est comme dire d'un SS nazi qui a participé à l'éradication de plusieurs milliers de personnes, de dire oui, mais dans le fond, il était plutôt sympathique et éduqué d'ailleurs. On sent bien que ça rattrape pas le truc, tu vois. Comment faire des bombes issues du commerce équitable et utilisant des matériaux biologiques? Bon, c'est mignon. Bon, là, il utilise une analogie pour montrer l'absurdité de la situation. On fabrique des bombes qui ont comme objectif final d'éradiquer la vie, de tuer des gens, avec le commerce équitable et des matériaux écologiques ou biologiques. L'analogie a une puissance importante parce qu'elle permet de se représenter très rapidement et d'énoncer très rapidement quelque chose qui, si on devait en faire la démonstration, demanderait beaucoup de temps, beaucoup de mots, etc. Et le « c'est mignon », c'est encore une fois un adjectif, hein, comme sympathique, éduqué, mignon, qui est ridicule. C'est a priori un adjectif positif, mais utilisé dans ce contexte-là, et après la démonstration qu'il vient de faire, ça devient un adjectif plutôt péjoratif, ridiculisant, quoi. Mais tant que le pilonnage en règle de la biosphère demeure le geste cardinal, croyez-moi, l'origine des projectiles n'a pas beaucoup d'importance. Il change encore de vocabulaire, c'est-à-dire que mignon, sympathique, éduqué, voilà, c'est un mignon et sympathique, surtout c'est un vocabulaire qu'on pourrait attribuer à des enfants. Là, il parle du pilonnage en règle de la biosphère demeure le geste cardinal. La biosphère, c'est un vocabulaire scientifique. Le geste cardinal qui réfère comme ça aux 4 points cardinaux, les choses qui nous permettent de nous orienter dans le monde. Les mots n'ont pas non plus la même ampleur. Et grâce à ça, il vient encore souligner l'écart immense qu'il y a entre le problème et les petites solutions ridiculement tentées, quoi. Prenons quelques exemples triviaux pour finir. Là, il a ce petit geste de la main vers la présentatrice parce que ça fait
Ça fait 3 minutes 40 qu'il parle sans être coupé. 3 minutes 40, c'est énorme hein, dans ce genre de situation. Là, il lui fait juste un petit geste comme ça de tranquille, laisse-moi terminer. Il a pris vraiment tout le contrôle de la table ronde, quoi, hein. Quelques exemples que je choisis comme étant extrêmement simples. Et là, pareil, on dirait qu'il s'adresse à des enfants. On va prendre des exemples triviaux, des exemples que je choisis comme étant extrêmement simples. Je ne vais pas vous demander un effort incroyable d'imagination et de réflexion. Ça permet de dire à son auditoire, vous allez tout comprendre, donc vous allez pouvoir comprendre ce que j'ai à dire et vous allez pouvoir plus facilement adhérer à mes propos. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fût-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Et là, il fait clairement du recadrage. Le recadrage, c'est un outil qu'on utilise en thérapie, en hypnothérapie notamment, pour aider les gens à percevoir les choses différemment. Et là, il est en train de recadrer leur propre vocabulaire. Le mot croissance pour des patrons d'entreprise, c'est un mot qui est couramment utilisé et c'est un mot qui est positif. Et lui, il est en train de leur montrer à quel point l'utilisation de ce mot est complètement fallacieuse parce que raser un espace gorgé de vie pour bâtir un centre commercial, c'est tout sauf de la croissance. Et là, il recadre l'utilisation de ce vocabulaire-là. Il est en train de s'approprier le mot croissance et de le sortir de sa définition telle qu'il l'utilise habituellement. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, progrès. La mise en place d'une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Ok, là, exactement de la même manière, il vient recadrer la notion de progrès. Qu'est-ce qu'on peut nommer progrès? Et il est en train de leur faire... Bon bref, vous avez compris. Tant qu'un ancien président de la République, souvenez-vous 2019, ce n'est pas si vieux, pourra venir ici même, à l'université d'été du patronat, moquer le discours scientifiquement irréprochable de Greta Thunberg devant un parterre qui était alors hilar, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Donc ça, c'est une figure de style bien connue, l'anaphore, qui consiste comme ça à reprendre un certain groupe de mots, une certaine petite phrase, en début ou en fin de citation, pour venir marteler comme ça les arguments. On peut penser à l'exemple de François Hollande, moi, président de la République, ou quelque chose comme ça. Qu'il a répété un nombre incalculable de fois, beaucoup trop d'ailleurs, mais c'est ça, c'est le principe de l'anaphore, et on peut retrouver aussi Rome, l'unique objet de mon ressentiment, Rome, qui vient ton bras d'immoler mon amant, Rome, que je hais parce qu'elle t'honore, etc., etc., je ne m'en souviens plus. Voilà, ce truc de reprendre ce mot, ou ce groupe de mots, qui vient encore une fois appuyer et marteler les arguments. Et puis là, il parle d'un ancien président de la République, donc c'est Nicolas Sarkozy, qui vient à l'université du MEDEF, et effectivement, qui va tenir des propos concernant Greta Thunberg, la ridiculisant. Mais en fait, là, ce qu'Aurélien Barraud est en train de dire, c'est que c'est lui qui est ridicule, on dirait qu'il parle de Michael Scott. Vous voyez, Michael Scott qui parce qu'il est complètement stupide et qui comprend rien à la situation, il va pouvoir faire des blagues sur des trucs où il n'y a aucune blague à faire. Et lui, avec toute son expertise et toute sa reconnaissance scientifique, il vient se ranger à côté de Greta Thunberg, il est en train de dire, non, elle, on n'y touche pas. Parce que ce qu'elle dit, c'est scientifiquement irréprochable. Il est en train de corriger justement cette injustice. Alors je vois là, cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante. Tellement originale dans sa pensée. Je conclus. Et là, encore une fois, il considère la présentatrice, il la pointe du doigt en lui disant « je conclus », en gros « patience, patience, j'ai bientôt fini, mais laisse-moi terminer quand même », hein. Donc il continue à la considérer et à garder le contrôle de la présentatrice pour pouvoir aller vraiment au bout de sa démonstration. Et le « je conclus », qui est encore une fois une position de professeur, petit 1, petit 2, petit 3, et maintenant « je conclus ». Je conclus. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé.
Alors il commence par « je crois qu'il faut être un peu conséquent », sous-entendu « vous ne l'êtes pas ». Et encore une fois, il vient jouer avec nos représentations. On est tous tournés vers l'avenir en se disant « ok, quelles sont les conséquences de ce problème ?» Lui, il est en train de dire « non, non, il faut se tourner vers le passé, ce problème-là, c'est pas un problème d'aujourd'hui. Ça fait 50 ans qu'on est au courant, ou 40 ans qu'on est largement au courant de tout ça. Et vous êtes là en 2022 en train de vous poser cette question, vous êtes complètement à la bourre, les gars. Hein. » Donc quand il dit ça, c'est, encore une fois, il leur fait mesurer qu'ils sont à côté de la plaque, qu'ils sont en retard, qu'ils sont inconséquents. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d'eau douce, des mammifères sauvages. Nous laissons d'ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner. Merci Aurélien Barraud. Et il repart comme ça avec une énumération de différents faits que probablement la plupart des gens ici ignorent, des faits catastrophiques. Hein. Il y a plus de 700 000 personnes en Europe qui meurent chaque année de la pollution, c'est quand même un truc complètement dingue. Et quand bien même on n'aurait pas bien compris à quel point c'est fou, c'est dingue parce que il y a des gens qui meurent, on ne sait pas qui c'est, on les connaît pas ces gens-là. Alors il vient rattacher ça à nous, à nos propres liens affectifs avec nos enfants, nos petits-enfants, qui soit vont mourir. Et s'ils survivent, c'est pas sûr qu'ils nous pardonnent. C'est-à-dire que quelle image on a envie de leur laisser, quoi. Comment ils parleront de nous dans le passé. Et ça, ça vient directement attaquer les affects et les émotions des gens qui l'écoutent. Voilà. Et seulement maintenant, alors qu'il a complètement terminé sa démonstration, la présentatrice reprend la parole, simplement parce qu'Aurélien Barraud a terminé, et donc il la lui laisse. Et encore une fois, alors tout le monde n'applaudit pas, mais il y a beaucoup d'applaudissements, on voit des têtes un petit peu, on vient de se prendre quand même une grosse claque, mais donc ça c'est une intervention complètement réussie, qui vise comme ça à faire bouger les gens dans leur perception des choses, et quelque part à les placer dans une vision du monde qui leur a été suggérée. Son intervention n'est qu'une grande suggestion pour placer les gens dans une réalité dans laquelle ils n'étaient pas avant de l'écouter. Et en ce sens, il me semble qu'il y a quelque chose d'hypnotique dans ce genre d'intervention. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo originale sur la chaîne YouTube d'Aurélien Barraud. Il y a un deuxième extrait qui existe. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager cette vidéo et à nous donner des liens vers d'autres vidéos que vous aimeriez voir analysées. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!